Bonjour à toutes et à tous, bienvenue, c'est Smart Impact, l'émission des entreprises à impact positif. Et voici le sommaire. C'est l'avocate et ancienne ministre Corinne Lepage qui sera l'invitée du grand entretien tout à l'heure, 26 minutes, pour parler notamment des crédits carbone. Est-ce un risque ou une solution? Elle vient d'y consacrer un livre très instructif. Auparavant, je reçois Malo Bourrel, responsable des affaires publiques du mouvement Impact France. On parlera de l'avenir du pacte vert européen. Est-ce encore possible de simplifier les règlements sans renoncer à l'ambition environnementale de l'Union européenne? Réponse juste après ces titres. Dans notre débat, je vous propose de partir vers le secteur des télécoms. On verra comment le verdir, comment le rendre plus transparent. Et puis dans notre rubrique consacrée aux startups éco-responsables, vous découvrirez Bioteos et ses purificateurs d'air à base d'algues. Voilà pour les titres, c'est l'heure de Smart Impact. L'invité de ce Smart Impact, c'est Malo Bourrel. Bonjour. Bonjour. Bienvenue. Vous êtes le responsable des affaires publiques du mouvement Impact France. On enregistre cette interview alors qu'on apprend qu'on va démarrer. On démarre cette année 2026 sans budget. Voilà. Ce climat d'incertitude qui n'est pas nouveau, qui dure depuis quoi? On peut dire 18 mois, depuis la dissolution. Qu'est-ce qu'il provoque pour les entreprises ? Effectivement, ça fait maintenant plusieurs mois qu'on est dans une situation d'instabilité politique au niveau français qui a des conséquences très concrètes sur les entreprises, sur les dirigeants d'entreprises. Cette incertitude, elle a des répercussions directes sur les décisions qui sont prises par les entreprises, sur les investissements qu'elles font ou qu'elles ne font pas en ce moment, puisque quand on est dirigeant d'entreprise, on a besoin de pouvoir se projeter dans l'avenir, on a besoin d'avoir un cadre collectif qui soit partagé, qui puisse donner de la visibilité sur le court, le moyen, mais le long terme aussi, d'avoir un cap qui soit partagé. Et effectivement, la non-conclusion de la CMP aujourd'hui sur le budget. La commission mixte paritaire sur le budget, députés, sénateurs incapables de se mettre d'accord, ça provoque ce que, a priori, peut y avoir mais ça provoque l'hypothèse d'une loi spéciale, c'est-à-dire qu'en fait, on reconduit le budget de l'année précédente. Il y a des secteurs, je vais penser par exemple à l'industrie de la défense, qui dépend beaucoup de commandes de l'État. Voilà, c'est des milliards d'euros qui ne viendront pas, quoi. Complètement, et ça a des conséquences sur, vous parliez du secteur de la défense, en réalité ça a des conséquences sur tous les secteurs, toutes les filières de l'économie, et c'est bien regrettable. On a un enjeu aujourd'hui à retrouver un cap, retrouver une manière d'avancer ensemble, et ça doit passer, au vu de la situation et de la fragmentation de l'Assemblée nationale aujourd'hui, par des compromis, par un sens de la responsabilité au niveau du Parlement européen et des décideurs politiques, parce qu'on est dans une situation où on a vraiment besoin d'avancer aujourd'hui. Alors justement, et on attend beaucoup également, vous avez commencé à l'évoquer, au niveau européen, des clarifications. Alors il y a eu un vote le 13 novembre, l'adoption de la loi dite Omnibus, avec un potentiel retour en arrière sur un certain nombre d'ambitions environnementales du Green Deal, du pacte vert. Il y a le trilogue, donc ces réunions des représentants des États, chefs d'État, chefs de gouvernement, du Parlement et de la Commission européenne. Est-ce qu'il y a encore de l'espoir de redonner un peu d'ambition à ce pacte vert ? Il y a toujours de l'espoir, il faut toujours garder l'espoir. Oui. En réalité, ce qu'on voit de manière générale, vous parlez d'Omnibus, Omnibus, c'est le premier grand acte politique du nouveau mandat de la Commission européenne, du Parlement européen, et du nouvel agenda européen qui, après 5-6 années de pacte vert, de grandes réglementations vraiment structurantes pour ancrer cette transition environnementale et sociale au cœur de l'économie et au cœur de la société, on a un contexte économique qui est compliqué aujourd'hui, une croissance qui est en réalité en perte de vitesse, un tissu industriel qui se délite et un nouvel agenda de la Commission européenne en conséquence qui vise à faire de la simplification un levier de compétitivité. Oui. En réalité... En considérant que le droit de l'environnement est celui qui complique le plus la vie des entreprises, quoi. C'est un peu, je schématise, mais pas loin. Exactement. Ce qui est assez... la simplification en soi, c'est pas une mauvaise chose. Il y a quand même un consensus de manière générale dans le monde économique, quand on parle aux dirigeants, de complexité, de processus qui peuvent être parfois trop lourds. Et donc, c'est une réalité. Par contre, on peut pas en faire
une vision politique. Il y a un enjeu de savoir qu'est-ce qu'on veut faire de cette simplification, et c'est peut-être l'impensé aujourd'hui au niveau européen. Est-ce que on souhaite déréguler? Est-ce qu'on souhaite considérer que toute norme environnementale et sociale est mauvaise par principe? Ou alors est-ce qu'on veut aller dans une approche du cas par cas pour considérer que peut-être sur certains processus, sur certaines procédures, on a trop de complexité et on veut... Ouais. Alors, on va prendre un exemple, la CSRD, le bilan extra-financier. Bon, si rien ne bouge, il va de fait être réservé aux très grandes entreprises. Bon. Alors certes, là encore, l'obligation, les 800 pages, la complexité de cette réglementation, elle est réelle, et beaucoup de chefs d'entreprise disaient c'est trop compliqué. Mais là, on est dans un retour de balancier tel que si on réserve la CSRD aux très grandes entreprises, est-ce qu'on ne vide pas finalement cette réforme de sa substance? C'est effectivement une bonne question, et je pense qu'il faut prendre la CSRD, prendre aussi le devoir de vigilance et voir ce qui a été fait. CS3D, ouais. Nous, depuis le début, on a alerté sur le fait que, bien sûr, il fallait aller vers un alignement, vers les réalités opérationnelles de ces réglementations. Il y avait quand même certaines lourdeurs sur la CSRD, sur le devoir de vigilance, mais il ne fallait pas vider de sa substance, notamment les ambitions de ces réglementations. Et on alertait dès janvier, dès février, sur les risques potentiels qu'une réouverture sans étude d'impact et sans prise en compte des nouvelles réalités politiques au Parlement européen pouvait entraîner. Et on voit le résultat aujourd'hui, avec une nouvelle alliance au Parlement européen entre une partie des libéraux, la droite conservatrice et le PPE, et les groupes d'extrême droite sur la CSRD, sur le devoir de vigilance, et sur, globalement, une grande partie, on va voir ça aussi dans les semaines et les mois qui viennent, des textes qui ont des ambitions en matière de durabilité et de protection de l'environnement, qui a conduit véritablement à un affaiblissement stratégique de ces directives, qui sont des directives qui, pourtant, ont pour objectif de protéger nos entreprises, de les guider sur le chemin de la transition, de leur permettre d'avoir une grille de lecture commune pour mieux anticiper les risques, pour mieux piloter leurs activités. Donc effectivement, on voit qu'il y a pas mal de choses qui n'ont pas été prises en compte au moment de la réouverture totale, et on voit aujourd'hui le résultat avec cet accord définitif qui a été validé par le Parlement européen il y a quelques jours maintenant. Oui. Il est encore temps de faire évoluer cette décision, ou c'est trop tard? Alors là, aujourd'hui, on est au terme du processus décisionnel. On a eu un trilogue qui a eu lieu il y a quelques semaines. Donc, logiquement, l'accord définitif va être promulgué au niveau européen. Là où c'est encore intéressant, c'est sur les indicateurs de la CSRD, donc les indicateurs environnementaux, sociaux, sur lesquels les entreprises vont devoir reporter, vont devoir faire preuve de transparence. Et on a une réforme qui est en cours au niveau de la Commission européenne, avec un premier draft, si on peut appeler ça comme ça, qui a été publié par l'EFRAG, qui doit être validé par la Commission européenne dans les prochaines semaines. Alors, l'Europe, qui se présentait comme un peu le continent le mieux disant en matière de transformation environnementale, est en train de faire marche arrière, en tout cas de mettre un sérieux coup de frein. Est-ce que ce n'est pas le mauvais timing, alors qu'à l'inverse, la Chine est en train d'accélérer sur ces questions-là? Et alors là, c'est vraiment purement et simplement de gagner des parts de marché sur tout ce qui concerne notamment les énergies renouvelables. C'est sûr, et c'est encore une fois, et on peut le déplorer, le choix globalement du court terme qui a été fait et qui est fait depuis quelques semaines au niveau européen, au niveau français aussi en réalité. Je pense que quand on parle de simplification, quand on parle de dérégulation, on passe à côté quand même d'un enjeu qui est majeur et qui devrait tous nous alerter, c'est quel modèle de société, quel modèle économique on a envie d'avoir en Europe et qui pourrait rivaliser avec ces puissances émergentes, avec la Chine, avec les États-Unis. La question, en réalité, elle n'est pas très compliquée. On a globalement deux solutions. La première, c'est est-ce qu'on préfère aller vers un modèle de compétitivité qui se fonde sur le bas prix, qui se fonde sur le moins-disant écologique et social, qui favorise globalement quand même les délocalisations dans les pays où la main-d'œuvre est moins chère, ou est-ce qu'on décide de faire en sorte que nos atouts, que ce qu'on sait faire de mieux en Europe, c'est-à-dire la qualité sociale, sanitaire, environnementale de nos produits et de nos services, deviennent des éléments véritablement différenciants et qu'on puisse avoir un modèle européen véritablement qui se distingue par cette exception-là. Et aujourd'hui, on est dans un entre-deux, on est vraiment au milieu du guet et
on tend plutôt à aller vers cette première option plutôt que la seconde. Oui, parce qu'on a l'impression que finalement, ce sont plutôt les chefs d'entreprise qui disent attention, à force de nous imposer des réglementations, notamment des réglementations environnementales, vous allez nous affaiblir à un point tel que l'économie européenne va disparaître au profit d'autres puissances mondiales. Vous portez une voix dissonante, d'une certaine façon, mais est-ce que ce n'est pas une voix minoritaire au sein des chefs d'entreprise en France? Je ne sais pas si c'est une voix minoritaire dans la mesure où une norme environnementale et sociale, si elle n'apporte pas un gain de compétitivité, si elle n'apporte pas de la protection supplémentaire, notamment pour nos PME qui sont quand même confrontées à une concurrence assez déloyale de la part de concurrents extra-européens, effectivement, ça pose un problème. Nous, ce qu'on dit, c'est que justement, la transition, l'impact, l'engagement des entreprises et nos standards socio-environnementaux, ça doit va pas être une fin en soi, mais ça doit devenir de vrais avantages compétitifs pour nos entreprises. Et si les règles sont les mêmes pour tout le monde et si ça peut procurer un avantage pour nos entreprises, je suis persuadé et on est persuadé que l'ensemble de l'écosystème économique français suivra. À condition que les clauses miroirs elles soient vraiment appliquées. C'est-à-dire qu'on ferme le marché européen et ses 450 millions de consommateurs à des produits venant de Chine ou d'ailleurs, qui répondent pas à ces critères environnementaux dont on parle. Ah, il y a effectivement, et sociaux d'ailleurs. Il y a effectivement un sujet de réciprocité, Ouais. il y a un sujet de modulation aussi, sans doute de la fiscalité, d'instaurer sans doute une forme de protectionnisme intelligent. C'est ce qui commence en réalité à être pensé au niveau européen, avec la préférence européenne, avec des propositions pour faire en sorte que les chaînes de valeur européennes, que les entreprises européennes puissent être favorisées par rapport aux entreprises extra-européennes, notamment dans la commande publique. Donc on voit qu'il y a quand même un chemin, on voit qu'il y a de plus en plus un consensus quand même politique sur ces sujets-là. On l'a vu en France sur la loi Fast Fashion, où on a eu un consensus entre tous les partis du Parlement français sur la volonté d'instaurer un mécanisme de bonus-malus pour faire en sorte que on puisse sans doute pénaliser Chine et Temu et faire en sorte que cet argent qui soit récupéré puisse aller dans les poches et puisse soutenir l'industrie française, puisse soutenir le Made in France et le Made in Europe. Donc on voit qu'il y a quand même un chemin qui peut créer du consensus. Merci beaucoup Malo Borel et à bientôt sur Be Smart for Change. On passe tout de suite à notre débat, le secteur des télécoms en question. Le débat de ce Smart Impact, on parle télécom avec Anne-Carole Keun, bonjour. Bonjour. Bienvenue, vous êtes la cofondatrice de Colette et Paul Le Dantec, bonjour. Bienvenue Bonjour. à vous aussi, le président d'Eco. On va présenter vos entreprises respectives. Colette, en quelques mots. Alors, Colette, c'est une application pour donner accès à Internet à tous les voyageurs pour que ça soit facile, simple, accessible et responsable. D'accord. Et Eco? Donc Eco est une société de conseil en RSE spécialisée dans les infrastructures numériques. D'accord. Et donc, on va vraiment ensemble creuser ces enjeux de transformation environnementale du secteur des télécoms. Tiens, un chiffre sur la consommation numérique des Français. En 2024, chaque Français consommait en moyenne 17 géo, c'est quoi déjà? Gigaoctets par mois, merci beaucoup, contre 8 en 2018. C'est exponentiel, c'est-à-dire ça va continuer d'augmenter dans les prochaines années, on peut déjà le dire? On peut l'imaginer. En tout cas, Internet est vraiment dans la vie de chacun d'entre nous et on en a besoin pour tout. Spécialement quand on voyage, c'est vrai que contacter ses proches, trouver son chemin, trouver le restaurant qui va bien, les transports. Aujourd'hui, on aurait du mal à se passer d'Internet, je crois. Et l'intelligence artificielle qu'on peut rajouter à l'équation, qui va encore faire augmenter... Parce que quand on voit en quelques mois à quel point l'usage de l'IA générative est rentré dans nos vies, c'est une technologie qui est consommatrice d'énergie. Il ne faut jamais l'oublier. C'est d'énergie, de données, donc de capacité réseau. Et donc c'est un des enjeux, une des raisons d'être de ma société, c'est de présenter les solutions. Et de regarder objectivement quelle est la situation, quelles sont les limites planétaires, comment le numérique impacte, et du coup peut-être travailler sur la sobriété des usages qui va pas dans le bon sens par rapport à la tendance effectivement qui va vers l'évolution exponentielle de la donnée. Alors il y a nos usages et puis il y a comment le secteur aborde ces questions de transformation environnementale ou de réduction de son impact. Qu'est-ce que vous voyez émerger, vous ?
Alors déjà, on est sur un sujet qui était très peu regardé jusqu'il n'y a pas très longtemps, à part des grands opérateurs qui avaient des obligations réglementaires. C'était souvent traité au niveau de la communication. Et ce qu'on constate depuis 3-4 ans, c'est qu'il y a massivement, de la part de tout l'écosystème, une prise de conscience. Alors par la réglementation, mais aussi par les marchés, et aussi la prise de conscience de certaines entreprises à impact qui se développent de plus en plus pour pouvoir considérer le sujet de la RSE, en particulier environnemental, mais pas que, et pouvoir travailler là-dessus collectivement, alors qu'avant, c'était plutôt du travail indépendant de certains opérateurs isolés. Ouais. Est-ce que ça fait partie de vos arguments, des solutions que vous proposez à vos clients, l'intégration des enjeux de transformation environnementale dans vos offres? Alors oui, on a beaucoup d'éducation à faire pour nos clients. Donc la première chose, c'est intéressant de regarder la différence en fait entre la couverture réseau et la capacité à se connecter à Internet. Aujourd'hui, en France, il y a 8 millions de personnes qui sont illettrées du numérique, si je puis dire ça. Et donc, nous, parce qu'ils n'ont pas accès à un réseau Internet. Non, ils ont accès, mais ils ne savent pas comment y avoir accès. Et donc, du coup, l'eSIM, déjà, c'est une notion qui fait peur. Peu de gens connaissent ce qu'est une eSIM. Et donc, le fait c'est quoi une eSIM? Une eSIM, c'est très simple. C'est comme une SIM physique, sauf que tout est digitalisé. Comme une petite carte SIM physique, exactement. Mais elle est digitalisée. C'est ce que vous proposez. Exactement. C'est des réglages à faire dans votre téléphone. Mais c'est vrai que ça peut faire peur pour beaucoup d'entre nous qui ne sommes pas forcément à l'aise avec la technologie. Donc, notre premier enjeu chez Colette, c'est de vraiment éduquer ces gens-là et de se dire, en fait, ce n'est pas réservé à des gens qui sont très digital native, c'est pour de 7 à 77 ans, n'importe qui va être en capacité de pouvoir installer cette eSIM. Et comment? En leur donnant des petits tutoriels, des pas à pas, en les guidant. On a aujourd'hui un service client qui est disponible 24/7 dans toutes les langues. On va faire bientôt de la voix, justement, qui va permettre de guider avec de l'intelligence artificielle pour savoir quels sont les paramètres à installer. Donc vraiment, on essaye d'accompagner les gens pour comprendre comment ce nouvel usage peut être intégré dans les habitudes. Par définition, son impact environnemental est moindre? 46% de moins d'émissions de CO2, une eSIM versus une SIM classique. Il n'y a pas la production, il n'y a pas le transport, il n'y a pas le coût du plastique. Donc oui, nous, notre enjeu, c'est vraiment de faire en sorte que ça devienne un usage et que tous les constructeurs et les opérateurs ne parlent que d'ici. Mais l'iPhone, avec l'iPhone R, a fait le premier pas, puisque c'est un téléphone 100% eSIM aujourd'hui. Si on parle d'une autre thématique qui est 5G, 4G, qu'est-ce qui consomme le moins d'énergie ? Alors, il y a plusieurs réponses à ça. La technologie 5G permet d'être plus efficace en énergie, en consommation énergétique par gigaoctet transporté. Le problème, c'est que la 5G ouvre... alors le problème, je ne sais pas si c'est un problème, mais en tout cas, la situation, c'est que ça ouvre à des usages supplémentaires. Donc il y a ce fameux effet rebond qui fait que finalement, il y a une explosion des usages, donc une explosion de la consommation quand même. L'autre problématique qu'il y a, c'est que les technologies viennent en accumulation. Oui, c'est pas parce ça remplace pas la 4G, en fait, c'est ça. Parce qu'il y a la compatibilité des terminaux, parce qu'il y a une histoire de capacité du réseau, enfin plein de raisons à ça. Il y a des sujets d'extinction des premières technologies, 2G, 3G, mais pour l'instant, on est plutôt dans l'accumulation des technologies là-dessus. Oui, effectivement. Alors, il y a plein de questions autour du secteur des télécoms. Donc là, on a parlé de 5G, 4G. On peut parler de recyclage, de reconditionnement des équipements électroniques. Moi, il y a une expression que j'emploie souvent ici, qui est la logique de mine urbaine. Est-ce que c'est totalement infinitésimal aujourd'hui ou est-ce que c'est en train de prendre de la place quand même ? Le fait de pouvoir recycler, reconditionner des équipements et éventuellement récupérer des matériaux, des métaux rares qui sont à l'intérieur. Alors dans les infraréseaux, il y a le réseau et il y a les terminaux. Donc effectivement, les terminaux, c'est aujourd'hui le gros de l'impact environnemental du numérique. Donc c'est bien qu'on prenne en considération prioritairement ces sujets-là. C'est pas pour ça qu'il faut oublier le réseau. On y reviendra après. Sur les sujets des terminaux, la première chose, c'est de pouvoir augmenter la durée de vie. Plus on augmente la durée de vie, moins on va consommer de matière pour en fabriquer des nouveaux, et du coup, moins on aura besoin de recycler. Le recyclage, le reconditionnement et la réutilisation des terminaux, c'est en train de se développer, mais ça a ses limites.
Donc vraiment, déjà, essayer de moins changer de terminaux et d'augmenter la durée de vie, c'est ça la priorité. Mais c'est pas mal en train de se développer. Sur les infrastructures réseau, c'est un peu moins le cas. On a quand même tendance à avoir des besoins croissants en termes de capacité, en termes de technologie. Donc il y a tendance à avoir plutôt des équipements neufs. Ces équipements neufs peuvent être faits à partir de matériaux reconditionnés, mais c'est encore assez limité. Pour l'instant, les opérateurs télécoms, qui soient dans les réseaux grand public ou les réseaux entreprises, ont tendance à utiliser des équipements neufs, et les équipements en fin de vie ne sont pas encore vraiment dans un cycle vertueux de reconditionnement, voire même de recyclage, mais c'est en train d'arriver petit à petit. Est-ce qu'on est toujours dans une logique d'obsolescence rapide des smartphones? C'est vrai qu'on est rentré dans cette économie par l'habitude de changer son smartphone le plus souvent possible, de courir après la nouveauté. Est-ce que c'est encore la norme ou est-ce que c'est quand même en train de changer? C'est ce que dit Paul. C'est vrai qu'on est toujours en recherche de la dernière nouveauté, mais je pense qu'il y a une prise de conscience qui est en train de se faire. Et donc, du coup, aujourd'hui, on voit le reconditionné explose. Donc, les gens ont beaucoup plus conscience du fait que c'est important, qu'on peut réparer, qu'on peut acheter en reconditionné. Et ça va vraiment dans le bon sens. Nous, c'est vrai que chez Colette, on a besoin de téléphones compatibles. Ouais. Donc, c'est plutôt des téléphones nouvelle génération. Ouais. Mais c'est vrai qu'une fois qu'on a cette compatibilité qui est en train de vraiment augmenter de manière significative, ensuite on peut garder son téléphone. Et nous, ce qu'on disait avant plateau, on a une eSIM unique, donc on n'a pas besoin de rechanger d'eSIM à chaque fois qu'on change de pays. Donc ça participe justement à la sobriété numérique. Alors vous proposez à vos clients de faire don de leur data non utilisée, c'est ça? Oui, exactement. De quoi on parle? Alors, de quoi on parle? Alors, déjà, on a une fonctionnalité qui permet de partager de la data avec n'importe qui. Donc l'objectif, c'est vraiment d'aller à l'opposé de ce qui s'est fait chez les opérateurs, c'est-à-dire on va donner de l'accessibilité la plus totale et on va donner la possibilité de plus vous acheter de gigaoctets, moins c'est cher. Donc du coup, le fait de pouvoir acheter des gros paquets de gigas, si je puis dire, va vous permettre de partager avec votre famille, vos proches, et donc vous allez leur envoyer de la data, mais pas uniquement votre famille et vos proches, une association. À partir du moment où vous avez un email, vous pouvez leur partager très facilement de la data. Et donc, du coup, ça va permettre de, petit à petit, œuvrer pour réduire cette fracture numérique. Encore une fois, on l'a dit, en France, 8 millions de personnes qui ne savent pas utiliser Internet. Dans le monde, 3 milliards de personnes qui n'ont pas accès à Internet. C'est énorme. Donc, notre enjeu chez Colette, c'est aussi de participer à réduire cette fracture numérique. Donc, on essaye de le faire. On est au tout début. On veut également travailler avec des associations, les pouvoirs publics pour que tout cela change, parce que, comme on l'a dit au début du débat, Internet, c'est un outil d'ouverture sur le monde, sur l'éducation, sur beaucoup de choses. Bien sûr. Je vois qu'on parle des labels, qu'on ouvre un chapitre consacré aux labels, aux normes environnementales. Comment vous les évaluez, Paul Le Dantec? Est-ce qu'ils sont suffisants pour transformer durablement ce secteur des télécoms? Alors déjà, les labels, à quoi ils servent? Ils servent à avoir un tampon qui valide le fait que l'entreprise travaille de manière respectueuse des critères de la RSE. Il y en a plusieurs. Souvent, c'est des labels généralistes. On parlait tout à l'heure de Bicorp, qui est un label très international. Donc ça, vous en parliez avant l'émission. Donc vous nous expliquerez pourquoi vous avez choisi d'aller vers Bicorp. On en parlait avant l'émission. Oui. En France, des labels dans les télécoms, il n'y en a pas. Il y a le label numérique responsable qui est plutôt sur les services numériques. En termes... Il en faudrait Alors, c'est une des vraies questions. Aujourd'hui, la priorité, c'est surtout qu'on puisse travailler collectivement, qu'on évalue les choses de la même manière et qu'on ait le même niveau de maturité sur les sujets, qu'on puisse travailler vraiment sur toute la chaîne de valeur, puisqu'on est dans une organisation assez complexe, les télécoms, qui fédère un certain nombre d'entreprises, des très petites, des moyennes et des grandes entreprises qui travaillent entre elles et qui doivent travailler de manière vertueuse entre elles. Donc, c'est ça la priorité. Après, je comprends qu'il y a un moment donné où il faille justifier par des tampons, par des labels, les choses. Aujourd'hui, il y a quelque chose qui est assez standard dans les télécoms, c'est plutôt de la notation, et une notation EcoVadis, notamment parce qu'ils ont des connecteurs qui viennent vérifier en interconnexion, en relation client-fournisseur, ce que fait bien ou mal les clients et les fournisseurs. Et alors, vous avez fait le choix du label Bicorp, pourquoi ?
parce qu'on est une entreprise internationale, donc Colette est présente dans plus de 190 pays, donc c'était très important pour nous de pouvoir avoir un label qui est reconnu mondialement, ce qui est le cas de Bicorp. On travaille avec des entreprises partout dans le monde, et donc du coup, le fait de décider dès le début de l'entreprise de mettre de Bicorp dans la roadmap, ça nous a permis de vraiment se positionner très bien sur les questions de gouvernance, de parties prenantes, de clients. C'est un outil de progression aussi, hein. On a Exactement. une note et on essaye de l'améliorer. Exactement, on doit avoir minimum 80 points, alors le système est en train de changer, minimum 80 points, et puis on soumet, on est audité, nous on est dans la phase d'audit, donc on aura, j'espère, le tampon de certification début 2026, mais c'est un cadre très intéressant pour vraiment construire une entreprise qui justement va pouvoir être plus durable. Merci beaucoup à tous les deux et à bientôt sur Be Smart for Change. C'est l'heure du grand entretien de ce Smart Impact avec Corinne Lepage. Prête pour l'impact, c'est la question que je pose chaque jour à une personnalité qui compte dans notre économie. Je reçois aujourd'hui Corinne Lepage. Bonjour. Bonjour. Ravi de vous accueillir. Très heureuse d'être là. Avocate en droit de l'environnement, ancienne ministre, évidemment. Vous avez publié au printemps dernier Crédit et marché carbone, risques ou solutions aux éditions L'Ami Liaison, et on y consacrera évidemment un chapitre important de ce grand entretien. Un mot quand même de ce climat d'incertitude politique et budgétaire qui règne en France depuis des mois. Quelles conséquences ça a? Est-ce que vous avez l'impression que l'environnement est le grand sacrifié de l'incertitude politique? Alors oui, mais au-delà de ça, je dirais qu'on est tous les sacrifiés de cette incertitude politique. Moi, ce qui me frappe, c'est l'atonie de l'économie. Moi, je veux bien qu'on nous annonce un taux de croissance de 0,9%. Je voudrais bien savoir où il est, peut-être dans les industries de défense, mais pour le reste, je travaille quand même beaucoup avec le monde économique, en particulier celui de l'énergie. Très franchement, c'est une catastrophe absolue. C'est-à-dire que les entreprises licencient, n'ont pas de vision, on n'a pas de PPE, on n'a rien du tout. Et ce qui est vrai dans ce secteur est vrai dans beaucoup d'autres secteurs. Alors, en plus de cela, s'ajoute ce phénomène de backlash auquel vous faisiez allusion il y a un instant, qui, à mon sens, nous fait reculer gravement, non seulement pour des raisons écologiques évidentes, mais même pour des raisons économiques. C'est-à-dire que nous avions déjà du mal en Europe à aligner nos industries, nos activités économiques sur nos ambitions environnementales. Là maintenant, on casse ces ambitions environnementales, c'est-à-dire que tous ceux qui ont fait des efforts, je pense en particulier à une partie de l'automobile, puisqu'on a beaucoup parlé de ça il n'y a pas longtemps, se retrouvent quelque part gros gens comme devant. Ceux qui ont fait des efforts, à quoi ça sert à rien. Les autres disent vous pouvez toujours courir parce que nous on va pas investir en ces périodes. Et donc au lieu de regarder vers la Chine qui est en train de tailler des croupières à tout point de vue, on regarde vers les États-Unis qui reviennent en arrière de 30 ans. Alors, je veux dire que tout ça est extrêmement préoccupant, au-delà même de convictions environnementales. On y reviendra en détail sur ce retour de bâton et puis sur les conséquences vraiment en matière réglementaire au niveau européen. Mais alors, on va effectivement se concentrer un peu sur les stratégies énergétiques. Alors, la France a enfin publié, c'était mi-décembre, la stratégie nationale bas carbone, avec plusieurs années de retard. 2 ans, un peu plus de 2 ans de retard. Votre avis, déjà, votre avis général sur cette stratégie? Si vous voulez, moi, je me suis beaucoup occupée de ce sujet parce que j'avais initié devant le Conseil d'État l'affaire Grande-Synthe, qui a donné lieu à la première condamnation, enfin, il y en a eu 3, en réalité, du gouvernement pour qu'il suive sa trajectoire. Je viens de relancer une nouvelle procédure pour l'association APE, parce que, évidemment, la trajectoire a changé, puisque maintenant, nous avons les objectifs qui sont passés de 40 à 55% de réduction d'émissions de gaz à effet de serre pour 2030, et on n'y est évidemment pas du tout. On en est très loin. Ouais. Alors la SNBC 3 annonce 5% de réduction par an. Moi, je veux bien, on a fait un 8 cette année. D'accord. On est plutôt en train de... On est en train de dégringoler. Oui, c'est on faisait quoi? On a fait 4-8 l'année précédente, donc c'était plutôt pas mal. Ouais. Et là, on a dégringolé, et je vois pas qu'on dégringole pas encore un peu plus. Donc tout ça reste totalement théorique, parce que dans le même temps, il y a des incertitudes sur MaPrimeRénov', il y a des incertitudes sur les C2E, il y en a qui veulent mettre un terme à l'ADEME. Je veux dire que c'est la foire du grand n'importe quoi. Ouais. Donc les objectifs sont illusoires. C'est quoi? C'est un manque de moyens?
enfin, de volonté politique et donc de moyens, Je d'une pense certaine que façon. c'est l'un et l'autre. Alors, c'est vrai que la France est dans une situation budgétaire calamiteuse, ça, tout le monde en est bien conscient, ça c'est une réalité. Mais au-delà de ça, il n'y a pas de volonté politique, mais il n'y a pas de volonté politique tout court. C'est-à-dire qu'on a vraiment l'impression d'être en face d'une politique du chien crevé au fil de l'eau, où on a un Premier ministre qui a des qualités. D'abord, c'est courageux d'accepter d'être Premier ministre de la France en ce moment. Franchement, on peut le remercier parce que c'est pas un cadeau. Mais en dehors de ça, il a des pressions de la droite et de l'extrême droite qui l'empêchent d'avancer. Notamment, c'est pour la PPE, c'est une évidence. Et moi, ce qui me frappe beaucoup, c'est que ces questions environnementales, qui devraient être des questions assez consensuelles en réalité, parce que c'est vraiment l'intérêt général de nos générations et surtout de celles qui viennent. C'est les conditions de notre développement économique, c'est les conditions de notre vie tout court. Donc on devrait arriver à trouver des consensus, devient un sujet totalement idéologique. Et polarisant, hein. C'est vraiment Totalement. devenu un... Et plus il est idéologique, et moins on le traite. Donc je veux dire, pour moi, c'est catastrophique. Et la faute en revient bien sûr à l'extrême droite, mais pas que. Je veux dire par là que les positions des écologistes, Marine Tourdelier en tête, mettant en avant des sujets qui n'ont strictement rien à voir avec les sujets environnementaux, détournent en réalité toute une partie de l'électorat l'électorat, c'est pas très grave, ils n'ont pas de voix, tant pis, mais donne une connotation extrêmement marquée sur le plan politique aux questions environnementales, alors que ça ne devrait pas être le cas. Et ça, pour moi, c'est vraiment catastrophique. Alors, et ça se concrétise notamment dans cette PPE dont vous parliez, loi de programmation pluriannuelle de l'énergie, alors qu'on attend là aussi, c'est l'Arlésienne, ça fait combien d'années que... 2 ans et demi, comme la SNBC 3, avec quand même un vrai sujet, puisque la France veut relancer le nucléaire, sauf qu'il n'y a pas de bol, c'est que dans la PPE 2, donc la précédente, qui est toujours en vigueur, on devait fermer je ne sais combien... On était sur la logique précédente. 15 réacteurs. Donc, et là, on veut en construire, avec en difficulté un très grand coût, 6 de mieux. Au moins 6 nouveaux, effectivement. Et pour le secteur des énergies renouvelables, quelles conséquences ça a de ne pas avoir cette vision d'avenir ? Alors, je dirais que pour moi, il y a 2 sujets. Il y a d'abord le sujet qui est purement celui d'ordre économique, côté producteur, côté offre. Le fait est que la plupart des projets sont à l'arrêt parce que les gens ne savent... Alors, si on parle de projets individuels, locaux, d'autoconsommation collective, qui est quand même quelque chose de très important, qui a beaucoup d'avantages, de sociétés locales d'énergie, tout ça... comme les règles du jeu, les règles fiscales, les règles de subvention changent tous les matins et que toutes les semaines, on a un député ou un sénateur qui arrive en disant il faut mettre un moratoire sur le renouvelable, il faut plus les aider, il faut plus rien faire, c'est pas très engageant. Quant aux projets les plus importants, ils se heurtent à beaucoup de difficultés réglementaires parce qu'on a une loi d'accélération, mais qui est plutôt une loi de désaccélération, à mon sens, c'est-à-dire qui bloque tout. Et donc, mener à bien un projet aujourd'hui en France, nous on accompagne énormément de sociétés, notamment dans le PV, dans le photovoltaïque ou dans l'agrivoltaïsme, c'est franchement le parcours du combattant. Vous ajoutez à cela Enedis qui émet du sien et qui ne raccorde pas, ou qui dit je vous raccorderai dans 3 ans, 4 ans, 5 ans, 6 ans, qui bloque les projets des collectivités territoriales. J'ai au moins 2 exemples sous les yeux. Les projets des collectivités territoriales en disant non, pas de chance, on a réservé l'accès à d'autres projets, donc vos projets, vous attendrez pour les faire. Ce n'est pas tolérable. Ça, c'est du côté de l'offre, si je puis dire. Et il y a le côté de la demande. Côté de la demande, personne ne se pose trop la question de la position de l'utilisateur. C'est pour ça que j'ai contribué à créer une association qui s'appelle Futur, Fédération des utilisateurs d'énergie renouvelable. Parce que le point de vue des utilisateurs, il est quand même très intéressant. Et de pouvoir se dire qu'on souhaite avoir une électricité la moins chère possible et la plus décarbonée possible, c'est quand même intéressant. Or, pour le moment, l'électricité n'est pas très chère en France. Le prix de gros de l'électricité n'est pas cher. Sauf que ça va changer. Ça va changer parce que l'orientation que nous prenons va faire que c'est l'usager et le contribuable qui vont payer. Qui vont payer un mégawattheure nucléaire à 100 €, comme on veut nous le vendre, qui va en revenir à 150. Les 50 € de différence vont être payés par qui ? Par vous et moi.
par le contribuable. Et 100 €, c'est beaucoup plus cher que ce que vous allez acheter dans quelques années, votre mégawattheure renouvelable avec la petite batterie qui va bien. Donc, on va vous obliger à payer, en fait, comme usager et comme contribuable, un choix énergétique qui, sur le plan de la souveraineté, on peut tout à fait défendre le sujet, mais sur le plan économique et financier, ça ne tient pas la route un quart de seconde. Alors, on va parler des crédits carbone dans un instant, du marché de ces crédits carbone, mais je voudrais d'abord qu'on se pose pour faire un peu le bilan des accords de Paris. On a fêté le 12 décembre les 10 ans de l'accord de Paris, et justement, celui qui était à votre place la semaine dernière, Frédéric Pasture, le directeur général de Columbus Café, a une question à ce sujet. Bonjour Corinne Lepage, j'ai une question pour vous. Aujourd'hui, on est en train de fêter les 10 ans des accords de Paris, qui avaient lancé une vraie dynamique à cette époque, voilà, sur tout ce que ça peut représenter en termes d'engagement de RSE, de faire évoluer les choses pour protéger notre planète. Et je trouve qu'aujourd'hui, cette dynamique s'affaiblit, en tout cas s'essouffle. Donc je voulais savoir comment vous voyez les choses, comment cette dynamique pourrait être relancée aujourd'hui avec le contexte qu'on connaît et tout ce qui a été fait depuis 10 ans. Merci pour cette question. C'est dommage, je n'ai pas amené ma baguette magique. Bon, d'abord, je pense qu'il y a différents sujets. Le sujet des COP, incontestablement, ça fait 3 COP que ça ne marche pas. Ouais. Regardons les choses en face. Ce n'était pas déjà génial avant. Et très souvent, pour avoir participé personnellement à une dizaine de COP, je me suis dit, dans certaines d'entre elles, pas celle de Paris par exemple, mais d'autres, qu'on avait le toute petite avancée suffisante pour en faire une nouvelle. Sinon, il n'y aurait pas une nouvelle COP parce que c'était bloqué. Mais en même temps, c'est un des rares lieux où il y a un multilatéralisme qui fonctionne encore. C'est un moment où on fait des états des lieux qui rappellent quand même un certain nombre d'évidences que certains ont tendance à oublier. Donc, moi, je suis pour maintenir ces COP, mais je pense que ce qui a été envisagé au Brésil, c'est-à-dire d'avoir en fait des COP à géométrie variable, c'est-à-dire des gens qui sont plus engagés que d'autres et qui tirent, c'est pas mal, c'est ce qu'on fait en Europe. En Europe, l'euro, c'est pas pour tout le monde, c'est ceux qui ont voulu le faire. Mais je pense qu'il faut aller dans cette direction. Ça, c'est le niveau multilatéral. Ensuite, il y a le niveau des entreprises. Alors, les entreprises, évidemment, il y a des attitudes très variées. Bon, les entreprises liées au fossile, c'est une catastrophe, parce qu'ils continuent à investir beaucoup plus dans le fossile que dans le renouvelable. Et ils ont même détérioré leurs objectifs, que ce soit Shell ou Total, par rapport à ce qui était initialement prévu. Par contre, dans le monde économique, de manière plus large, je trouve, même si, bien sûr, je suis de très près la CSRD on va en parler et tout cela, de ce bilan extra-financier, bien sûr. Bien sûr, je trouve quand même que dans le monde économique, ces questions-là ont pris vraiment de l'ampleur. Il n'y a pas vraiment une entreprise aujourd'hui qui ne se pose pas la question de savoir ce que le climat va faire pour elle, même si c'est une petite entreprise. Et puis, il y a le niveau du public. Et même si les Français ont des difficultés, même si les Européens ont des difficultés économiques, la préoccupation climatique est devenue quelque chose de tout à fait majeur. Oui, mais elle ne se transforme pas en bulletin de vote. C'est ce qu'on a vu aux élections européennes. Non, elle ne se transforme pas au bulletin de vote. Pourquoi ? Parce qu'il y a d'autres préoccupations liées à la sécurité individuelle des gens, liées à la géopolitique, liées aux menaces de la Russie, liées à la cybercriminalité, liées au narcotrafic. Tout ça tourne autour de la sécurité, qui, pour les gens, est vraiment extrêmement préoccupante et on peut tout à fait le comprendre. Sauf qu'il ne faut pas perdre de vue que les sujets dont nous parlons sont aussi des sujets de sécurité. Ce sont des sujets de sécurité, d'abord de vie, parce que vous risquez un éboulement, une inondation, tout ce que vous voudrez, mettant votre vie en péril. Des sujets de santé publique, vous avez entièrement raison, et des sujets de modèle de développement économique. Le rapport de Davos l'année dernière, 2025, j'ai pas encore vu celui de 26, c'est pas sorti, mettait en 2035 parmi les 4 premiers risques la catastrophe climatique, la pénurie de ressources, qui était le numéro 2, la pollution chimique, qui était le numéro 3, et le 4e, l'effondrement d'un écosystème. Et le 5e, c'était la désinformation. Voilà, c'est qui le premier cette année. Donc voilà, quand on se projette un peu, on se rend bien compte que c'est vraiment une question de sécurité première. Mais c'est vrai que dans les difficultés quotidiennes que rencontrent nos concitoyens,
cela apparaît moins, et puis il faut rendre les choses possibles, elles ne le sont pas toujours. Alors, sur le climat géopolitique, vous disiez il y a quelques mois, on va relire cette phrase, je n'ai pas le luxe de la désespérance. Non. J'aime beaucoup cette formule, mais quand vous entendez Donald Trump à la tribune des Nations Unies dire le réchauffement c'est l'arnaque du siècle, est-ce que vous n'avez pas quand même un peu de désespérance ? Je pense qu'on ne peut pas avoir ce luxe-là. Ouais. Ce type est un danger pour l'humanité. Je crois que je le dis très clairement, il y a des choses qu'il fait qui peuvent être pas mal, mais franchement, il n'y en a pas beaucoup. Enfin, à mes yeux, il n'y en a pas beaucoup. Enfin, les Américains ont le point de vue qui est le leur et que je respecte. Voté, évidemment, c'est la démocratie. Ils l'ont élu 2 fois et la C'est dernière la démocratie. encore plus Mais je me massivement dis que que la c'est un première. très mauvais moment à passer, mais que l'histoire est faite de mouvements pendulaires et que si effectivement le mouvement woke est allé à de telles extrémités que je comprends qu'on se révolte contre cela, et ça nous entraîne à des excès majeurs comme ceux de Trump, on va revenir à autre chose. Alors on aura perdu beaucoup de temps, on aura perdu beaucoup d'argent, peut-être un certain nombre de gens, mais on reviendra à quelque chose de plus central pour une raison simple, c'est que les faits sont têtus. Et que c'est pas parce que Trump dit que le dérèglement climatique est un canular que le dérèglement climatique ne continue pas à produire ses effets. Évidemment. C'est tout. On va parler de la question du carbone, effectivement, puisque vous avez publié au printemps ce livre « Crédit et marché carbone, risque ou solution ». C'est édité chez l'AMI Liaison. Qu'est-ce que vous répondez, tiens, finalement ? C'est plus une solution qu'un risque, après avoir étudié précisément l'état de ce marché ? D'abord, ce livre vient d'être traduit en anglais, pour ceux qui ont envie de l'avoir en anglais. C'est incontestablement des risques. Pourquoi ? D'abord parce qu'il y a eu des crédits fantômes en quantité, parce que tous ces nouveaux marchés, pour les margoulins, c'est un lieu absolument génial, parce que le marché hors... Je ne parle pas des marchés étatiques, c'est-à-dire l'échange de quotas d'émissions qui est très régulé, où il n'y a en principe pas de problème. Mais les marchés volontaires, c'était quand même assez peu de choses. Et c'est en train de changer. Pourquoi ? Parce que les accords de Paris, dont on a parlé tout à l'heure, ont justement prévu une disposition, qui est l'article 6, qui organise des marchés carbone au niveau onusien, au niveau planétaire, et que, progressivement, on s'est mis d'accord sur un encadrement assez complet de ce système. Et donc, ça va devenir quelque chose de très important. Donc, les risques, oui. Mais, là aussi... Je crois qu'il n'y a pas le choix. Pourquoi on ne peut pas se passer de ce levier. Non, et c'est pas moi qui le dis, c'est le GIEC. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas le choix ? Parce que pour plusieurs raisons. La première, il faut se souvenir, quand on parle de neutralité carbone, ça ne veut pas dire qu'on n'émettra plus 1 tonne de carbone en 2050. Ben oui, il faut quand même rappeler cette évidence. Ça veut dire que chaque tonne devra être compensée. Comment ? Alors, Mère Nature est très généreuse et nous a donné des moyens de compenser, qui s'appellent la mer, le sol et la forêt. Sauf que, pas de bol, depuis une dizaine d'années, ces puits de carbone, c'est comme ça que ça s'appelle, se détériorent à une vitesse accélérée, à telle enseigne que certaines forêts deviennent aujourd'hui émettrices de gaz à effet de serre et non plus captatrices de gaz à effet de serre. Donc, si on ne veut pas doubler les efforts à faire, il faut bien trouver des moyens de renforcer ces puits de carbone. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que... on a des déséquilibres considérables entre le Nord et le Sud, et qu'un des moyens pour le Sud de faire les efforts qu'on lui demande, et qui évidemment ne peuvent pas du tout être les mêmes que les nôtres, c'est précisément d'utiliser au mieux des ressources naturelles extraordinaires qu'ils ont, qu'il s'agisse des forêts, qu'il s'agisse des mangroves. 1 hectare de mangrove, c'est 4 hectares de forêt, en termes de capteurs de carbone. Donc, de les aider à renforcer tout ce système qui va bénéficier à tout le monde. Et ça s'appelle des crédits carbone. Et puis, il y a les évolutions technologiques, certaines un peu, à mon avis, extrêmement dangereuses, style de ce qu'on appelle la géo-ingénierie, qui consiste à aller ensemencer les nuages et je ne sais quoi, qui sont irréversibles. C'est-à-dire que si on fait une ânerie, c'est pour nous. On ne saura pas revenir en arrière. Par contre, il y a des systèmes technologiques de capture du carbone et de stockage en souterrain du carbone ou de stockage dans des produits qui se développent, qui sont coûteux, mais qui, à condition d'être encadrés et ne jamais se substituer à l'atténuation, permettent à des industries
qui sont très énergivores. Je pense à l'acier, je pense à l'automobile, je pense à l'aluminium, etc., qui permettent de compenser les émissions qu'ils ne pourront pas éviter, parce qu'ils ne pourront pas les éviter. Alors là aussi, il ne faut pas trop se bercer d'illusions, et on revient à la question des risques. C'est que les évaluations qui ont été faites des capacités planétaires de stockage en souterrain de ce carbone apparaissent quand même très, très, très surévaluées. Mais enfin, elles existent. Et donc, on ne peut pas s'en passer. Et je pense qu'on ne peut pas s'en passer. Mais ce qu'il faut, c'est être extrêmement regardant et contrôlant sur tous ces systèmes. Alors, on parle d'Europe, là. Il nous reste 6 minutes, on va ouvrir le chapitre européen. Puis ensuite, on parlera du droit de l'environnement, tiens, et de votre métier d'avocate. Sur le retour en arrière, on ne peut pas employer un autre terme, sur notamment le bilan extra-financier, la CSRD, cette loi omnibus qui a été votée à la fin de l'année 2025. Alors, on peut le lire de deux façons. On peut se dire, c'est le résultat des élections européennes, finalement. Les listes qui portaient une ambition environnementale ont perdu, donc c'est logique ce qui est en train de se passer. Ou alors, on peut l'analyser, vous avez commencé à le dire tout à l'heure en parlant de la Chine, comme une espèce de contresens historique de prendre ce virage aujourd'hui. Alors moi je pense que c'est un contresens historique, mais qui s'explique précisément par l'idéologisation du sujet environnemental, ce qui ne doit pas être le cas, mais c'est le cas. Et ici on a un si mauvais texte sur la CS3D, la CSRD, je rappelle CS3D c'est la vigilance. C'est la vigilance, c'est le devoir de vigilance. CSRD a été très abîmé, mais moins que CS3D, qui est vraiment réduit à sa plus simple expression. Oui, parce qu'il y avait une logique, pardon de vous interrompre, mais dans la CS3D, dans le devoir de vigilance, il y avait une logique d'extraterritorialité qui était quand même très intéressante. Très important. Qui permettait d'avoir un levier d'efficacité important. À force de céder à tout ce que M. Trump demande à Mme von der Leyen, on arrive à cela, et à une alliance contre nature PPE extrême droite, qui fait que c'est ce texte-là qui a été voté. Donc ce qui est très dommage, c'est que la précédente législature était arrivée à quelque chose de très cohérent dans le pacte vert. Que ce soit la taxonomie, que ce soit CSRD, que ce soit CS3D, que ce soit toutes les lois qui ont été votées. Et c'est tout ça qui est progressivement démonté. C'est-à-dire qu'on va perdre 10 ans ou 15 ans. C'est extrêmement dommageable. Alors moi, je fais partie des gens qui sont pleins d'espoir, puisque j'ai suivi la formation pour être auditeur de durabilité, et que si la H2A veut bien, à la fin de l'année, au début de l'année prochaine, le cabinet sera un des 2 cabinets d'avocats français tiers auditeur, organisme tiers indépendant et auditeur de durabilité. Ça veut dire qu'on y croit. Mais très franchement, ça ne va pas dans ce sens-là. Mais je reviens au bilan extra-financier, puisque si ça ne bouge pas, ça va être réservé aux très très grandes entreprises. Mais d'une certaine façon, les très très grandes entreprises, les grands comptes, elles ont des sous-traitants et par capillarité, ça va arriver jusqu'au PME. Donc, vous avez raison, et vous avez d'autant plus raison que, je vais m'expliquer dans un instant, vous avez raison sur ce qu'on appelle la chaîne de valeur. C'est-à-dire que les très grandes entreprises vont demander à leurs sous-traitants de leur certifier un certain nombre de choses autour du carbone, autour des droits humains, autour d'un certain nombre de points de l'eau, par exemple, qui est un sujet de plus en plus important, ou de la matière première. Mais à cela s'ajoute le fait que l'Europe a mis au point un système qui s'appelle le VSME, qui est un système d'audit volontaire à destination des PME, qui, à mon avis, va connaître un grand succès. D'abord, c'est volontaire, donc c'est très malléable. Ensuite, les données, vous pouvez commencer à faire une VSME avec une douzaine de données, contre 300 ESRS, et on vient de 1500. Bon, on est à 300, là c'est une dizaine ou une quinzaine. Alors certains disent, c'est nul, c'est beaucoup trop faible. Écoutez, c'est déjà ça. Moi, je ne vois pas les choses comme ça. Et donc ça, et donc c'est volontaire, et donc des entreprises qui pourront mettre en avant et qui pourront faire cette VSME, et donc répondre aux grandes entreprises qui leur demanderont quelque chose, et d'autre part, aller demander des fonds communautaires, parce qu'il y en a quand même beaucoup sur ces sujets, en disant, voilà, j'ai fait cet effort-là. Donc moi, je suis assez optimiste sur le fait que ce système-là se développe. Bon. Je termine, avec une citation, elle date de juin 2019, et je veux savoir si vous le diriez encore aujourd'hui. En France, on assiste à une régression continue du droit de l'environnement. Voilà ce que vous disiez au Monde en juin 2019. Est-ce que c'est toujours vrai aujourd'hui ? C'est encore pire. C'est encore pire. Oui, on a vraiment, en 10 ans, on a assisté à une déconstruction
à l'échelle industrielle du droit de l'environnement français. Alors, moi, je veux bien qu'il y ait trop de normes, Mais oui, etc. c'est ce que j'allais vous dire. Et pourtant, on passe notre temps à nous dire, mais oui, il y a trop de Alors, vous voyez, la droits démocratie, environnementaux. ce qu'on appelle la démocratie environnementale est passée à la moulinette, il n'y a plus d'enquête publique. C'est quasiment presque pas. Le champ des études d'impact, c'est considérablement restreint. Les entreprises qui étaient soumises à autorisation ne le sont plus qu'à agrément, celles qui étaient agrément à simple déclaration. Aujourd'hui, sur les méga fermes de milliers de bêtes, on ne veut plus d'autorisation du tout, quasi. Bon. Sur ce qui se passe sur les pesticides et la chimie, c'est une catastrophe absolue. Absolue. Mais il n'y a pas que la France, l'Europe aussi est en train de vouloir revenir là-dessus. Pourquoi c'est une catastrophe absolue ? Parce que les présomptions, parce que dans le domaine de la santé environnementale, on n'a jamais de preuve. Vous n'aurez jamais la preuve que le cancer de monsieur Machin est lié à la cigarette qu'il a fumée. C'est impossible de faire la preuve. Par contre, on peut avoir des présomptions très fortes. Voyez-vous, sur le glyphosate, je donne cet exemple-là parce qu'il est parlant. L'étude principale, produite en 2000, qui a servi de base à toutes les autorisations de mise sur le marché, vient d'être rétractée, retirée. Pourquoi ? Parce que l'organisme qui l'a publié s'est rendu compte que c'était Monsanto qui l'avait écrit et pas les auteurs, que le peu que les auteurs avaient écrit, ils avaient été payés par Monsanto pour le faire, que troisièmement, ils n'avaient pas pris en compte les études existantes à la date à laquelle cette étude avait été faite. Et c'est l'étude de base, l'étude de référence pour le glyphosate sur sa cancérogénicité et sa génotoxicité. Voilà. Donc, si vous voulez, quand on est dans un système pareil, on ne s'interroge pas sur le point de savoir pourquoi il y a tant de cancers, tant de maladies dégénératives et tant de gens qui ne sont pas bien aujourd'hui. Merci beaucoup, Corinne Lepage, et à bientôt À sur bientôt. Be Smart for Change. On passe à notre rubrique Smart Ideas tout de suite.